Et place tout de suite à notre déclic science. On accueille François Massonnet. Bonsoir François. Bonsoir. Climatologue qui vient régulièrement nous voir pour parler des évolutions du climat. Et vous vouliez revenir sur un événement aujourd'hui qui a secoué la planète il y a un peu plus d'un an. Le 15 janvier 2022 exactement, des habitants de l'archipel des Tonga, au nord-est de la Nouvelle-Zélande, sont alertés par un immense panache de cendres et ils filment la scène. Écoutez ceci. Voilà, ce qu'on vient d'entendre, c'est une onde de choc provoquée par l'explosion du volcan Unga Tonga dans le Pacifique donc. Cette explosion, elle est d'une violence tout simplement inouïe. La déflagration est entendue, d'après certains témoignages, jusqu'en Alaska, Oui. à un peu moins de 10 000 km de là. Quand on situe les Tonga, on sait que c'est loin. C'est loin, et l'onde de pression est clairement détectable à plusieurs reprises sur les enregistrements de pression atmosphérique qui est mesuré par les baromètres du monde entier. En quelques heures, l'événement, qui était très local, a déjà un retentissement évidemment global. Oui, je me souviens qu'on a régulièrement parlé de cet événement dans cette émission et ce qui était impressionnant, c'était de voir à quel point les Tonga étaient coupés du monde, puisque les câbles sous-marins notamment avaient été sectionnés par l'éruption. Est-ce qu'on a un peu plus de recul maintenant par rapport à cet événement ? C'est la question que je voudrais poser aujourd'hui. Un an après, quels sont les impacts, surtout climatiques, durables d'une telle éruption ? Il faut savoir que les climatologues s'intéressent toujours de très très près aux volcans, car de mémoire d'homme, les rares éruptions volcaniques majeures ont systématiquement été suivies de signaux climatiques qui sont extrêmement clairs. Par exemple, l'éruption du Tambora en 1815 a été suivie de l'année qu'on a appelée l'année sans été en 1816. L'éruption du Krakatoa en 1883 aurait été responsable d'un hiver particulièrement rigoureux sur l'hémisphère nord l'année suivante. Et puis plus récemment, en 1991, l'éruption du Pinatubo en Indonésie a provoqué une diminution de température moyenne globale de l'ordre de 0,3-0,4 degrés l'année suivante. Ce qui est considérable quand on sait que d'une année sur l'autre, on gagne ou on perd d'ailleurs rarement plus de 0,2 degrés. Si je me souviens bien, d'accord. D'ailleurs, à propos de 1815, on dit que l'éruption de ce volcan aurait pu jouer un rôle dans la bataille de Waterloo et dans la défaite de Napoléon. Comment est-ce qu'on explique ces diminutions sensibles de température ? Alors en fait, ce qui se passe dans une éruption explosive classique, c'est que le volcan projette dans l'atmosphère d'immenses quantités de cendres, bien sûr, mais aussi de gaz, donc du SO2, c'est du dioxyde de soufre, qui, par oxydation et puis par réaction avec l'eau qui est contenue dans l'atmosphère, va se transformer en petites gouttelettes d'acide sulfurique H2SO4, pour ceux qui se rappellent de leur cours de chimie. Quand l'explosion est peu puissante et que le panache volcanique reste confiné dans la troposphère, c'est-à-dire la première couche dans laquelle nous vivons, entre 10 et 15 km d'altitude, il n'y a pas trop de danger, parce que la troposphère est très bien brassée, elle est très bien mélangée, et tout finit par retomber sous forme de pluie, certes un peu plus acide que d'habitude, dans les jours et les semaines qui suivent l'éruption. Par contre, si l'explosion est suffisamment puissante et que le panache peut s'élever jusqu'à la stratosphère, qui est très très sèche et très bien isolée de la troposphère, alors les gouttelettes peuvent y rester plusieurs mois, voire plusieurs années, et former un écran d'aérosol qui réfléchissent une partie du rayonnement solaire et qui nous prive donc au sol d'une partie de cette énergie. C'est ça qui explique en fait les baisses de température de l'air qui sont enregistrées dans les mois et parfois même les années qui suivent une grande éruption. On doit donc s'attendre à une baisse de température pour cette année et la suivante ? Eh ben non, justement, c'est pour ça que je voulais venir aujourd'hui. Une étude qui a été publiée fin de l'année passée dans le journal Communication Earth and Environment a montré que l'éruption du Unga Tonga a en réalité été assez unique. Elle a d'une part libéré peu de dioxyde de soufre, 400 000 tonnes, soit en fait 50 fois moins que le Pinatubo, alors que l'explosion en intensité était relativement similaire, mais surtout parce que le Unga Tonga est un volcan un peu particulier. Le sommet du volcan affleurait la surface de l'eau, si bien qu'au moment de l'explosion, ce sont plus de 140 millions de tonnes d'eau qui ont été projetées dans l'air. Alors j'ai fait le calcul, 140 millions de tonnes d'eau, ça représente quand même 2 fois le volume des lacs de l'Odeur, ce qui n'est pas rien, qui sont vaporisés instantanément dans l'atmosphère. Le résultat des courses, c'est que
la stratosphère se retrouve bien sûr chargée en aérosol d'acide sulfurique, mais surtout en vapeur d'eau. D'ailleurs, cette éruption aurait causé une augmentation de 15% de la masse d'eau stratosphérique, qui est c'est juste gigantesque. Mais la vapeur d'eau, on le sait, et on a peut-être tendance à l'oublier, c'est un gaz à effet de serre. C'est d'ailleurs le plus abondant sur Terre. Et donc, d'après les chercheurs, cette éruption aura un effet sur le bilan énergétique de la planète, mais pas dans le sens escompté, plutôt en fait un petit réchauffement plutôt qu'un petit refroidissement. Bon, c'est pas de ce côté-là qu'on trouvera la bonne nouvelle alors. Merci.